Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-9. Merci d'être avec nous. Tout de suite le journal. Voici les titres. Le drapeau noir des djihadistes a finalement été hissé à l'entrée de Kobané. L'État islamique a pris hier la ville frontalière entre Syrie et Turquie. Une prise qui représente une étape clé pour l'avancée des djihadistes. À la une également, l'Espagne est le premier cas de contamination par le virus Ebola en Europe. Il s'agit d'une infirmière espagnole qui s'était occupée d'un missionnaire rapatrié du Libéria. Son état de santé est stable pour l'instant. Barack Obama a pressé les dirigeants de la planète d'en faire plus pour enrayer la maladie. Et puis la semaine des Nobel s'ouvre avec la médecine, la candidature de Snowden également pour le prix Nobel de la paix. Le Nobel de médecine attribué hier a récompensé 3 chercheurs pour la découverte d'un GPS cérébral. Mais avant, pour commencer, on parle du Hajj 2014. Les pèlerins s'apprêtent d'ores et déjà à quitter l'Arabie Saoudite après avoir accompli l'ensemble des rituels du pèlerinage. Les responsables saoudiens le confirment. Le Hajj a été cette année une réussite à tous les niveaux, aussi bien sécuritaire que sanitaire. Aucun incident ou aucune propagation de maladie parmi les pèlerins. Quelques 70 000 agents de sécurité ont été déployés pour superviser les mouvements des fidèles et assurer leur sécurité, en plus de la mise en place de 5000 caméras de surveillance dans l'ensemble des lieux saints. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé présents dans les lieux saints ont exprimé hier lors d'une conférence de presse à Ména leurs félicitations aux responsables saoudiens pour les mesures et les plans préventifs qu'ils ont mis en place pour éviter justement la propagation des maladies parmi les pèlerins. Et on en vient maintenant à la une de l'actualité. Je vous le disais, le drapeau noir des djihadistes a finalement été hissé à l'entrée de Kobané. L'État islamique a donc pris hier la ville frontalière entre Syrie et Turquie. Une prise qui représente une étape clé pour l'avancée des djihadistes. Des combats de rue se sont déroulés pour la première fois entre l'organisation terroriste de Daesh et les Kurdes. Les forces kurdes qui se disent prêtes à combattre jusqu'au dernier souffle. Manal Al-Ardari. Les combattants de l'État islamique ont hissé leur drapeau sur une colline à Kobané en signe de victoire. Après une incursion ratée effectuée dans la nuit de lundi, les djihadistes ont pris hier 3 quartiers de Ain al-Arab. Cette ville que plus de 180 000 habitants ont fui vers la Turquie par crainte des exactions de l'EI. Les efforts des unités de protection du peuple kurde étaient insuffisants pour repousser l'assaut de l'État islamique. La Turquie voisine veut empêcher les djihadistes de gagner du terrain. Nous avons renforcé notre présence à la frontière. Nous avons placé des projecteurs dans les systèmes de sécurité et construit des murs. Toutes les précautions ont été prises. Le nombre de personnel a été augmenté, ainsi que celui des véhicules et du matériel. Les mesures de sécurité sont au plus haut niveau à la frontière, là où le trafic du carburant s'accentue. Sans intervenir militairement, la Turquie surveille de près la situation en Syrie, car des obus atteignent son territoire depuis une semaine. Le mode de contrôle de la frontière a nettement changé. La police a ouvert de nouveaux points de passage et ne laisse personne entrer au village de Hasipassa. Auparavant, les agents contrôlaient les véhicules 1 ou 2 fois par jour, mais maintenant, ils sont tout le temps présents. Dimanche dernier, un attentat suicide mené par une combattante kurde aurait provoqué la mort de quelques dizaines de djihadistes, mais l'offensive de l'État islamique a fait des centaines de morts depuis le 16 septembre. On va s'intéresser maintenant à la coalition qui mène des frappes aux côtés des Américains contre les positions de l'État islamique. On apprend que seulement 10% des raids aériens en Irak et en Syrie sont menés par des pays européens ou arabes. Le reste est effectué par les seules troupes américaines, mais les responsables du Pentagone insistent sur le fait que les pays arabes et européens de la coalition vont être davantage sollicités. Parmi ces pays arabes, il y a, on le rappelle, le Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie Saoudite
Saoudite, les Émirats arabes unis, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et l'Australie se sont également engagés aux côtés des États-Unis dans ces missions contre l'État islamique, mais uniquement en Irak. L'Australie, dernier pays en date à avoir rejoint la coalition internationale, c'était le week-end dernier. L'Australie en état d'alerte en raison de la menace que font peser sur la sécurité du pays des ressortissants australiens partis mener le djihad au Moyen-Orient. Je vous propose d'écouter tout de suite le Premier ministre australien Tony Abbott. Yes, it is a combat deployment. Il s'agit bien d'un déploiement militaire en Irak, mais c'est une mission humanitaire essentielle pour protéger les Irakiens ainsi que les Australiens, les protéger de cette rage meurtrière de l'État islamique. Nous devons perturber et affaiblir l'EI à partir de notre pays et ailleurs. C'est absolument pour servir les intérêts de l'Australie que notre mission est réalisée. Autre grand titre de l'actualité ce matin, l'Espagne, et je vous le disais donc le premier cas de contamination par le virus Ebola en Europe. Il s'agit d'une infirmière espagnole qui s'était occupée d'un missionnaire rapatrié du Libéria. Elle a contracté à son tour le virus dans cet hôpital de Madrid, l'hôpital Carlos III, où elle travaillait et où sont morts du virus en août et en septembre dernier 2 personnes, là encore rapatriées du Libéria et du Sierra Leone. À l'heure actuelle, l'infirmière se trouve dans un état stable, dans un hôpital de la banlieue de Madrid. Il s'agit donc, je vous le disais, du premier cas de contamination hors d'Afrique. Le ministère espagnol de la Santé a réuni un cabinet de crise et de son côté, le président américain Barack Obama a pressé les dirigeants de la planète d'en faire plus pour enrayer la maladie. On va l'écouter tout de suite. Je sais que le peuple américain s'inquiète de la maladie d'Ebola. Ebola est une maladie dangereuse et la possibilité de contracter le virus pour les gens qui se trouvent en dehors de la frontière américaine est une chose que nous devons prendre au sérieux. En même temps, il est important pour les Américains de savoir ce qui se passe et de s'informer sur les mesures que nous avons mises en place en coordination avec le système mondial de la santé. Les chances qu'Ebola entre aux États-Unis sont extrêmement faibles. Et on va continuer avec ce chiffre. On apprend qu'un tiers des migrants morts cette année sont issus d'Afrique subsaharienne. C'est une information révélée par un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Les subsahariens forment au niveau mondial les 30% des victimes depuis le début de cette année, juste devant les migrants issus du Moyen-Orient qui représentent eux 23%. Le rapport indique qu'au cours de cette année, plus de 4000 migrants sont déjà morts en tentant de rejoindre un autre pays, dont 3000 en Méditerranée, un chiffre qui s'inscrit en très nette hausse, plus 70% par rapport à l'année dernière. L'OIM évoque une augmentation spectaculaire du nombre de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe pour un avenir meilleur. Et puis on continue avec en bref le Mexique où 2 membres d'un gang criminel ont reconnu avoir tué 17 étudiants disparus depuis 10 jours. Au total, 43 étudiants sont recherchés et certains font sans doute partie des 28 corps retrouvés samedi dernier dans des fosses communes. Les forces fédérales mexicaines ont pris le contrôle de la ville d'Iguala où ont disparu ces étudiants. Ils auraient été attaqués par des agents municipaux et des narcotrafiquants le 26 septembre dernier pour des raisons encore inconnues. Au total, 22 policiers de cette ville d'Iguala ont été arrêtés, accusés de travailler pour un gang du crime organisé. Il faut savoir qu'au Mexique, environ 80 000 personnes sont mortes ces 8 dernières années dans des meurtres liés de près ou de loin au cartel. Et on va poursuivre avec la saison des Nobel. Elle est ouverte depuis hier. Le comité Nobel a commencé à se concerter au sujet des nouveaux lauréats 2014. Et hier, je vous le disais, c'est le Nobel de médecine qui a été décerné à 3 chercheurs pour la découverte d'un GPS cérébral. Manal Ardali nous en dit plus.
Edward Snowden, le pape François, difficile de trouver le lien entre ces noms au premier abord. Ils sont les deux principaux nominés pour le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel norvégien devrait choisir entre l'ancien consultant de l'agence de sécurité américaine, celui qui a révélé l'ampleur de la surveillance électronique menée par les États-Unis à travers le monde, et le pape François, qui a attiré l'attention sur le sort des pauvres et le besoin d'une nouvelle logique de développement. Selon des experts, les deux choix ne sont pas évidents. En physique, on croit aux chances des Américains Charles Kane et Shouchang Zhang et le Néerlandais Laurens Molenkamp. Ce sont eux qui ont ouvert de nouvelles perspectives à l'informatique. Le généticien suédois Svante Pablo et l'américain Greg Venture paraissent pour leur part les futurs prix Nobel de chimie. En littérature, difficile pour l'Académie suédoise de citer des noms. Les connaisseurs parlent toutefois d'un auteur kényan et de l'Algérienne Assiyet Jebbar. Chaque prix aura environ 880 000 €, mais quand plusieurs lauréats partagent le prix, ils doivent aussi partager la somme. Ouais, on va terminer avec Facebook, le réseau social qui avait annoncé la mi-février dernier l'achat de l'application de messagerie instantanée WhatsApp pour 16 milliards d'euros. Eh bien, ce sera plus cher que prévu, 17 milliards d'euros. L'acquisition a été bouclée hier. Et voilà pour le journal. Tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité en Belgique. Avec Tarek Labi, notre correspondant à Bruxelles. Tarek, bonjour. Bonjour Naïma. Alors vous allez nous parler ce matin, Tarek, d'Edwy Plenel. C'est ce journaliste français qui sera demain chez vous à Bruxelles pour présenter son tout dernier ouvrage, un ouvrage qui s'intitule « Pour les musulmans ». Oui, ce journaliste politique français qui était pour mémoire le directeur de la rédaction du quotidien Le Monde de 1996 jusqu'à sa démission en novembre 2004. Il était d'ailleurs critiqué et en désaccord avec les orientations prises par le groupe dirigé à l'époque par Jean-Marie Colombani. Il a depuis fondé le site Mediapart, un journal payant accessible sur Internet. Edwy Plenel vient en effet de publier un livre qu'il dédie à ses concitoyens de confession musulmane. Il dénonce, selon ses propres mots, une banalisation intellectuelle d'un discours semblable à celui qui, avant la catastrophe européenne, affirmait l'existence d'un problème juif en France. Une banalisation intellectuelle qui touche aujourd'hui les musulmans à travers un discours islamophobe, décomplexé, issu des politiques de tous bords en France, mais aussi de la part de la frange intellectuelle du pays. Parce que l'enjeu n'est pas seulement de solidarité, mais de fidélité. Edwy Plenel écrit donc pour les musulmans comme on l'écrirait pour les juifs, pour les noirs, pour les roms ou tout simplement pour la France. Un phénomène qui n'est pas propre d'ailleurs à la France, d'où la présence d'Edwy Plenel demain à Bruxelles, dans un lieu propice à la diversité qu'il défend d'ailleurs dans son ouvrage, l'Espace Mag, un lieu dédié à la culture maghrébine de Belgique. Une belle initiative allouée, Tarek. On va parler de toute autre chose maintenant. Bruxelles, on le sait, c'est le siège des institutions internationales. C'est une ville qui attire beaucoup de monde et même les espions. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, Tarek. Tout à fait, Naïma. Bruxelles est depuis la guerre froide une plaque tournante d'espions, agents doubles. Plus de 180 espions est-allemands étaient présents en Belgique dans les années 80. Le port d'Anvers est d'ailleurs décrit comme un véritable nid où les espions est-allemands entretenaient d'ailleurs des contacts avec des membres du mouvement pacifiste belge. Depuis, en 2013, 150 diplomates russes se trouvent dans la capitale et au moins 30% d'entre eux travaillent dans le renseignement. C'est ce que déclare en tout cas l'administrateur général de la Sûreté d'État ici. Il faut dire que le renseignement a bien évolué. Il y a aujourd'hui des logiciels espions qui s'introduisent dans les centres de pouvoir et tentent d'y dérober du renseignement. Depuis plus de 4 ans pour la Belgique, en tout cas, ces virus espions visent en particulier les réseaux diplomatiques et ambassades du monde entier. La Belgique est une cible de choix puisqu'elle héberge également les quartiers généraux de l'OTAN et de l'Union européenne. Et la situation est d'autant plus préoccupante que la majorité de ces logiciels espions peuvent demeurer des années dans un réseau infecté sans se faire remarquer, télécharger puis envoyer à leur maître des documents susceptibles d'être intéressants. Enfin,
Pour la petite histoire, pour contrer par exemple l'espionnage américain, Elio Di Rupo, le Premier ministre, interdit les GSM lors des réunions secrètes, alors qu'en France et aux Pays-Bas, les ministres reçoivent l'ordre d'acheter des téléphones mobiles plus chers mais codés pour éviter d'être écoutés. La mesure belge est plus économique, elle se limite donc à remettre son téléphone, même si remettre c'est peut-être un petit peu trop fort. Ils laissent leur téléphone dans la pièce d'à côté. Le cabinet Di Rupo ne souhaite pas préciser, pour des raisons que l'on devine, quelles autres mesures de sécurité le gouvernement belge prend pour éviter d'être espionné. Merci beaucoup Tarek Labi en direct de Bruxelles. On vous retrouve bientôt Tarek. Et tout de suite, place à la revue de presse. Un tour d'horizon de vos journaux ce matin avec Taoufik Nasseri. Restez avec nous, on revient tout de suite après. Découvrez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec Attijari Wafa Bank. Nouveau pas franchi dans la culture muséale. L'économiste nous informe que le souverain donnera aujourd'hui à Rabat le coup d'envoi du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Ce joyau fait partie de la 3e génération des musées du Maroc. C'est le premier à l'échelle nationale et aussi le premier du genre en Afrique. Cet événement sera marqué par une exposition inaugurale intitulée 1914-2014, 100 ans de création. Elle retrace un siècle de peinture marocaine à travers 500 œuvres représentant plus de 200 artistes. Les Échos titrent sur la réforme des retraites, une réforme au forceps, peut-on lire en une. Le gouvernement ne fera certainement pas marche arrière sur ce dossier. En plus de sa nécessité, le coup de tout retard risque de gréver les finances publiques, s'inquiète le quotidien. L'exécutif n'a d'autre choix que de passer à l'acte en attendant l'improbable reprise du dialogue social. Par ailleurs, Abdelillah Ben Kiran devra compter avec les centrales syndicales qui rejettent en bloc l'approche de l'exécutif. Grand ménage dans la fonction publique. Toujours dans les Échos, on apprend qu'un comité de pilotage sera institué pour l'élaboration d'un diagnostic de la gestion des ressources humaines et d'un schéma directeur de développement de la politique de la GRH au sein de l'administration publique. Un état des lieux de l'administration territoriale sera aussi réalisé avant fin juin 2015. Objectif, appréhender ses principales problématiques et proposer des actions pertinentes permettant son développement, indique le département de Mohamed Moubdi. L'Istiqlal et l'USFP ressuscitent la question de la représentation politique des Marocains résidant à l'étranger, lit-on dans les pages du Matin. Les deux partis d'opposition ont déposé 2 propositions de loi amendant la loi organique relative à la Chambre des représentants. Des textes qui visent à garantir au MRE le droit de participer à la vie politique marocaine. Les 2 groupes parlementaires alliés pourraient regrouper leurs propositions dans un seul texte. La Commission de l'Intérieur, des collectivités locales et de la politique de la ville à la Chambre des représentants aura du pain sur la planche, écrit le quotidien. Elle devra se pencher sur le dossier de la représentation politique des Marocains résidant à l'étranger vers la mi-octobre. Le quotidien Le Monde, qui lance une nouvelle formule, s'intéresse à l'affaire Big Malion. L'ancien président Nicolas Sarkozy, directement menacé, peut-on lire en une. Les policiers, qui enquêtent sur un soupçon de financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 par des fausses factures imputées à l'UMP, évoquent l'infraction de financement illégal de la campagne électorale et plus seulement celle d'abus de confiance. Au Brésil, Dilma Rousseff domine le premier tour. La présidente sortante est en ballottage favorable. Durant sa campagne, elle a insisté sur les avancées sociales de son gouvernement, rappelle Le Monde. C'est son exécutif qui a créé 11 millions d'emplois, a martelé Dilma Rousseff. Libération s'intéresse pour sa part à sa concurrente, Marina Silva. Phénomène de la campagne, l'ex-ministre de Lula n'accède finalement pas au second tour de la présidentielle. Rousseff défiera Neves dans un duel gauche-droite plus serré que prévu. La présidente sortante a du souci à se faire. Hewlett-Packard, dit HP, a confirmé lundi sa scission en 2 entités de taille quasi équivalentes, nous informent les Échos. En difficulté depuis plus de 3 ans, le groupe informatique américain a annoncé la scission en 2 de ses activités. D'un côté, les PC et les imprimantes sous le nom de HP Inc. De l'autre, les services aux entreprises, logiciels, cloud computing, sous le nom de HP Entreprises. Peu de temps après, ils annonçaient également davantage de suppressions d'emplois qui devraient désormais atteindre 55 000 postes. Chaque détenteur actuel d'une action HP aura à terme une action de chacune des 2 sociétés.
La revue de presse nationale et internationale vous a été offerte par Attijari Wafa Bank. كيف يعيش الطلبة المغاربة محنة الحصول على السكن في ظل تزايد أعداد الوافدين وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية؟ الطلبات التي قدمت لنا السنة الفارطة لم تلبى كاملة. ما هي المعايير المحددة من طرف الوزارة الوصية على القطاع للاستفادة من السكن الجامعي؟ حيت كانوا معانا هنا في الحي ولاد البرلمانيين ولاد دي ميدسان ولاد فهمتي اللي يقدروا يكريو. احنا ما عندنا حتى شي دخل في هذا السيستم، هو اللي كيختار الطالب. إلى أي حد تضمن المسطرة المعتمدة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص؟ وما هو مصير آلاف الطلبة غير القاطنين؟ إلا ما استفدتش من الحي ما غاديش نجي. كاميرا المحققون تعيش أجواء التحصيل العلمي وتقترب من الظروف المعيشية لطلبة الجامعات المغربية. Maroc Télécom vous présente la météo. Maroc Télécom vous a présenté la météo. H&M, une marque devenue en 20 ans synonyme de vêtements pas chers et branchés. Le géant suédois nous vend du rêve à travers ses publicités, ses mannequins célèbres et ses collaborations inédites avec de grands couturiers. Il se targue aussi de pratiquer une politique commerciale responsable. Mais qu'en est-il vraiment? La réponse dans grand format grâce à une enquête choc réalisée aux 4 coins de la planète. Vous allez voir que, comme bien souvent, les promesses sont bien loin de la réalité. Le Monde selon H&M, c'est dans votre émission de documentaire. De retour sur le plateau du 7-9 pour vous donner ce qui fait l'essentiel de l'information de ce mardi matin. Le drapeau noir des djihadistes a finalement été hissé à l'entrée de Kobané. L'État islamique a pris hier 3 quartiers de la ville frontalière entre Syrie et Turquie. Une prise qui représente une étape clé pour l'avancée des djihadistes. À la une également, l'Espagne est le premier cas de contamination par le virus Ebola en Europe. Il s'agit d'une infirmière espagnole qui s'était occupée d'un missionnaire rapatrié du Libéria. Son état de santé est stable pour l'instant. Barack Obama a pressé les dirigeants de la planète d'en faire plus pour enrayer la maladie. Et puis, la semaine des Nobel s'ouvre avec la médecine et la candidature de Snowden pour le prix Nobel de la paix. Le Nobel de médecine attribué hier a récompensé 3 chercheurs pour la découverte d'un GPS cérébral. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est le JT Éco avec Khadija Ihsen. Et ensuite, ce sera le journal de Hussam Din Nasser. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à tous.
Secteur automobile pour commencer. Renault envisagerait de construire des moteurs dans une usine marocaine. L'information a été relayée par Automotive News Europe. Selon le directeur délégué de la compétitivité chez le groupe français, le but est de réduire au maximum les coûts et donc l'usine moteur espagnole qui fournit le site de Tanger pourrait être relocalisée au plus près de cette unité de rassemblage. Renault a par ailleurs déjà prévenu ses employés roumains en grève qu'il pouvait y avoir transport de la production, ou plutôt transfert de la production vers le Maroc si leur grogne se poursuivait. Et donc le dossier Renault est un dossier à suivre. Entreprise à présent, le géant de l'agroalimentaire Diana Holding vient de mettre la main sur le groupe de spiritueux Belvedere en acquérant 13,14% de son capital. Diana Holding ne compte pas en rester là. Le Marocain a l'intention de conforter sa position d'actionnaire. Le groupe Belvedere, notez-le, est passé l'année dernière par une procédure de redressement judiciaire à l'issue de laquelle ses fondateurs ont quitté l'entreprise, mais pas seulement. Le fonds d'investissement américain Oaktree s'est également retiré. Du coup, à présent, la destinée du groupe dépend lourdement de son nouvel actionnaire marocain, Diana Holding. Walt Disney vient au secours du parc d'attractions d'Euro Disney. En effet, le groupe qui exploite Disneyland Paris va procéder à 2 augmentations de capital, soit une enveloppe globale de 420 millions d'euros. L'essentiel de ce montant est destiné aux actionnaires car chaque détenteur d'une action Euro Disney reçoit 9 actions nouvelles à un prix de souscription d'€1 par action. Et ce n'est pas tout. Walt Disney a également prévu une conversion de dette en capital. Le prince saoudien Al-Walid bin Talal, qui détient 10% du capital, n'a toujours pas décidé de sa participation ou non à cette opération. Et on enchaîne avec cette acquisition historique. Le mythique hôtel new-yorkais Waldorf Astoria passe aux mains des Chinois pour près de 2 milliards de dollars. L'empire Hilton cède ce symbole du luxe au profit du groupe d'assurance Ambang. Le Waldorf Astoria, véritable marque de luxe donc de Hilton, sera toutefois exploité par le groupe pour 100 ans encore. Et cette marque s'est largement développée à l'international ces dernières années, à Pékin, Dubaï ou encore Jérusalem, et bientôt à Bangkok et Bali. Entreprise toujours, le géant de la Silicon Valley, HP, sépare ses activités en deux. Désormais, il y aura un HP matériel informatique et une autre firme sous le même nom dédiée aux services aux entreprises. Les 2 nouvelles sociétés seront chacune cotées en bourse mais distinctement. Ce projet de scission a ainsi pour objectif bien de mieux valoriser sur les marchés financiers la société derrière l'activité en plus forte croissance. L'activité PC imprimante de HP draine la moitié du chiffre d'affaires du groupe informatique. Mais voilà, les ventes de PC sont en chute libre. Dans son plan de coût budgétaire, HP prévoit également la suppression de 50 000 postes à terme. L'Union européenne peine à renouer avec une reprise économique solide et l'emploi reste en mauvaise posture selon un rapport de la Commission européenne. Bon nombre de nouveaux emplois enregistrés dans la région sont souvent partiels ou saisonniers et le tiers des chômeurs européens sont sans emploi depuis plus de 2 ans. L'exécutif européen appelle les gouvernements à œuvrer plus pour aider les jeunes, surtout les jeunes, à travailler. Une réunion des dirigeants de l'UE sur l'emploi est prévue à cet effet aujourd'hui à Milan. Certains parlent d'un scénario qui relèverait presque de la science-fiction. Le projet de budget grec table sur une croissance de 0,9% en 2014 et de 2,9% pour l'an prochain. Les analystes confirment ce regain car depuis 2009, le PIB grec a plongé de 25%. Et le spectre du ralentissement économique plane aussi sur les nouvelles puissances mondiales. Les pays émergents et surtout la Chine vivent ce que l'on appelle un contre-coup et ça se ressent du côté des matières premières, notamment l'acier. Par conséquent, la Chine, qui en est le principal producteur, pousse la Fédération mondiale de l'acier à revoir ses prévisions à la baisse, prévisions de la demande mondiale. Et l'Amérique du Sud est sur le même trend. En revanche, la demande en acier aux États-Unis devrait croître plus que prévu cette année, toujours selon la Fédération, mais pas assez pour combler la sous-performance des pays émergents. Les cours du métal de l'acier donc sont donc à surveiller de près.
La situation en Ukraine a également impacté la demande en Russie, mais n'a pas eu raison de la production du pays d'un métal beaucoup plus onéreux. En un an, la production russe en or a flambé de 20%. Rien que pour le mois d'août, la production a atteint 660 kg. Selon les producteurs russes du métal jaune, la Russie s'est hissée au 3e rang des producteurs mondiaux après la Chine et l'Australie. Il table désormais sur la 2e place du podium. Et on finit justement par les podiums de mode cette fois. C'est le retour d'un virtuose de la création haute couture. Après 4 ans de son éviction de chez Dior, John Galliano est nommé à la direction artistique de Martin Margiela. Ce n'est pas la première, ou plutôt la première fois ou le premier comeback du styliste. En 2013, il a fait une tentative pour Oscar de la Renta, tentative de courte durée. Mais pour le nouveau patron de la maison Margiela, l'arrivée de Galliano pourrait changer l'histoire de la marque. Fin de citation. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'est une attaque systématique en 3 étapes contre toutes les infrastructures nationales. Il y a un cirque dans le coin. Ne bouge pas. Tu croyais qu'un petit embouteillage maison, une bagnole qui me tombe dessus, ça m'arrêterait, hein? Je suis peut-être pas une grosse tête comme vous tous en informatique, mais je suis toujours en vie. طب صباحكم مشاهدينا واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري الصباحي نقدمه لكم من قناتكم ميديان تيفي، والبدايه كالمعتاد بالعناوين. حرب شوارع في مدينه كوباني الكرديه السوريه بعد سيطره مسلحي داعش على الجانب الشرقي للمدينه. ممرضة إسبانية تصبح أول إصابة بالإيبولا خارج غرب إفريقيا، وتسجيل أول حالة في النرويج، فيما تعمل الولايات المتحدة على إجراء فحوصات جديدة للكشف عن الوباء الفتاك. فوز أمريكي ونرويجيين بجائزة نوبل في الطب لعام 2014 لاكتشافهم خلايا نظام تحديد المواقع الداخلي بالمخ الذي يساعد على فهم أمراض كالزهايمر. أهلا بكم من جديد، ونبدأ بشأن السوري ومدينة كوباني الكردية التي تشهد حرب شوارع بين المقاتلين الأكراد ومسلحي تنظيم داعش الذين سيطروا على الجزء الشرقي للمدينة. وبعد معركة استمرت 3 أسابيع رفع مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية راياتهم على مبنى يقع شرق مدينة كوباني ثالث أكبر مدينة كردية في سوريا، فيما لم تنجح الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لم تنجح في وقف تقدم مسلحي التنظيم. مريم البودادي وهذا التقرير. مدينة عين العرب أو ما يعرف بالكردية بكوباني تشهد تواصل المعارك بين المقاتلين الأكراد المدافعين عن المدينة وجهادي تنظيم الدولة الإسلامية. أحد المشاهد الملتقطة من الضفة التركية من الحدود تظهر الراية السوداء للدولة الإسلامية وهي ترفرف فوق إحدى البنايات الواقعة شرق المدينة، ما يحيل إلى احتمال سيطرة مقاتلي التنظيم على المنطقة. هذا ما أكدته أيضا بعض وسائل الإعلام التركية التي قالت إن جهاديي التنظيم تمكنوا من السيطرة على بعض أحياء المنطقة الشرقية من مدينة كوباني، في حين أكدت مصادر محلية من داخل المدينة أن المقاتلين الأكراد استطاعوا صد تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. التنظيم المتشدد يقاتل منذ أكثر من أسبوعين للاستيلاء على كوباني التي تسكنها أغلبية كردية، مما دفع أزيد من 180 ألفا من السكان إلى الهرب عبر الحدود مع تركيا. في الضفة التركية من الحدود أمرت السلطات